Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Le président du Conseil national de transition en France, Dr Dansa Kourouma, a pris part à la journée de la diaspora africaine, une occasion pour parler intégration et renforcement des liens entre la France et l'Afrique. On parlera protection de l'environnement. Les membres de l'Académie des sciences partagent leurs réflexions à Conakry. C'est une conférence pour encourager la sauvegarde de la mangrove et l'apprentissage de la science par les étudiants de notre pays. Dans la rétrospective 2024, place ce soir au ministère de l'enseignement préuniversitaire, les autorités ont accentué les efforts autour de la digitalisation du système éducatif. Les résultats sur le terrain sont encourageants et on fera le point avec Abdul Aziz Baldé. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Organisé par le Haut Commissariat des diasporas africains de France, une journée est célébrée à Paris sous le thème « Quand les diasporas font nation ». Cette initiative vise à créer une plateforme de dialogue et de collaboration entre les diasporas africaines. L'objectif est entre autres d'encourager leur intégration et de renforcer leur rôle dans les relations entre la France et l'Afrique. Le président du Conseil national de transition a pris part à cette journée dédiée à la diaspora africaine. Abla Diallo. La Maison de la Chimie à Paris accueille un événement d'envergure, les premiers états généraux de la diaspora africaine en France. Cette rencontre historique marque un tournant significatif dans la reconnaissance et la valorisation de la diaspora africaine, tant en France qu'au-delà de ses frontières. Parmi les invités d'honneur figure Dr Dansa Kourouma, président de l'organe législatif de la transition. Permettez-moi donc, mesdames et messieurs, avant tout propos, de transmettre les chaleureuses et fraternelles salutations du peuple de Guinée, de son président, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, au gouvernement de la République française et au vaillant peuple. Je voudrais aussi saluer et féliciter Mme Rachida, présidente du Haut Commissariat de diaspora africain de France, pour sa conviction, son engagement et son dynamisme. Madame la Présidente, le thème de ces États généraux de diaspora africain de France, qui porte sur l'affirmation judicieuse, je cite, « Quand les diasporas font nation », fin de citation, nous impose la nécessité de créer une articulation avec l'actualité brûlante de l'immigration que certains pourraient considérer comme une menace pour la stabilité, voire la survie de nos États. Or, ce phénomène naturel qui est à la base de la génération de diaspora est aussi celui par lequel les communautés et les nations se sont fondées au fil de l'histoire. Je peux affirmer donc que le choix de ce thème est judicieux, d'autant plus qu'il laisse entendre qu'une origine commune lie les Africains du monde entier à une patrie qui est l'Afrique, à laquelle la traite, l'esclavage et l'exil les a arrachés. Aujourd'hui, cette diaspora joue le rôle moteur dans la construction de l'Afrique. Elle participe au développement du microfinancement dans le domaine du transport, des infrastructures de tout genre, les coopératives, mais aussi dans divers secteurs sociaux, etc. Cette initiative offre une opportunité unique aux membres de la diaspora africaine de se rassembler pour échanger leur expérience, discuter des défis spécifiques qu'ils rencontrent et proposer des solutions collectives. Selon la Banque mondiale, les fonds transférés de la Guinée sont estimés à 98 millions de dollars en 2016, ce qui représente environ 1,4% du PIB de la Guinée. Cette diaspora estimée à près de 6 millions d'habitants vivant principalement en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Sénégal, en Côte d'Ivoire. En Europe, la France, l'Allemagne, la Belgique, etc., mais aussi dans différents pays sur le continent américain, est un outil puissant sur lequel les autorités guinéennes comptent dans le chantier de construction d'une nation plus stable. Convaincu de l'apport de cette diaspora, la République de Guinée a, dans le cadre de la rectification
diversification institutionnelle, dans sa nouvelle constitution, accorde une place de choix à sa diaspora. Elle prescrit, je veux dire la nouvelle constitution, elle prescrit la diaspora parmi les principes fondamentaux de la République, dont la garantie de sa participation au développement socio-économique et politique et dans la mise en œuvre du contenu local. Elle garantit aussi leur représentation au sein du Parlement pour la première fois dans l'histoire de la Guinée. Voilà pourquoi mon pays, la République de Guinée, salue cette heureuse initiative et est disposée à collaborer étroitement avec tous, notamment le Haut-Commissariat, les différentes organisations de diaspora africaines à travers le monde, les institutions et gouvernements des pays d'accueil, pour la pérennité de cette nouvelle dynamique. Avec courage et dignité, ils sont l'Afrique vers locaux, car c'est l'avenir du monde. Au programme de cette journée, plusieurs ateliers thématiques ont abordé des sujets cruciaux tels que la citoyenneté et la démocratie, l'éducation et la formation, les investissements et le développement durable, ainsi que la diplomatie et la sécurité. Ces échanges sont enrichis par des prestations artistiques reflétant ainsi la richesse culturelle et l'engagement des diasporas africaines. Après sa rencontre avec l'ancien ministre français de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, Dr Dansa Kourouma est honoré par le Haut Commissariat des diasporas africaines de France. Il lui a été décerné le prix africaniste pour son engagement en faveur d'une Afrique solidaire et émergente. Et puis c'était sur le continent, le plus grand rendez-vous sportif de ce début de semaine. La Confédération africaine de football a organisé hier, vous le savez, la cérémonie de remise du Ballon d'Or 2024. Notre compatriote Serhou Guirassy s'est illustré en figurant parmi les meilleurs joueurs du continent. Il bénéficie du soutien du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, qui a dépêché au Maroc une importante délégation conduite par le ministre secrétaire général de la présidence. Serhou Guirassy dit être fier de porter et de défendre la couleur nationale. Moussa Komara est notre envoyé spécial. Dans cette somptueuse salle du palais des congrès de Marrakech, la messe est dite. Admoula Loukman rafle le Graal. Vainqueur d'une coupe européenne et finaliste de la CAN en Côte d'Ivoire, le Nigérian succède à son compatriote Victor Osimhen, lauréat du Ballon d'Or africain 2023. Serhou Guirassy, la fierté guinéenne n'a pas démérité. Ce serial buteur du Sidi national finaliste de ce trophée prestigieux n'est pas dessus. Je suis non, pas du tout. Alhamdoulilah, c'est fierté d'être ici. Après, le point il a été aussi méritant. Moi, la cérémonie est déjà derrière moi et il faut plus sur l'année prochaine. Merci toute la Guinée, pas que la Guinée, parce que j'ai eu beaucoup de messages de soutien et ça fait très plaisir. Merci, je remercie la Guinée. À ce rendez-vous de l'excellence du sport, le gouvernement guinéen n'a pas lésiné sur les moyens. Une forte délégation conduite par le général de division Amara Kamara était sur place pour féliciter et encourager fièrement l'unique représentant Serhou Guirassy. La légende Chérif Souleymane, lauréat du Ballon d'Or africain en 1972, lui qui croyait avoir son successeur, ne désespère pas. Il a mon appui, il a l'appui de toute la République de Guinée. Il va être une légende en Guinée. Je viens pour le soutenir parce qu'il le mérite. Depuis des décennies, aucun Guinéen n'a aussi été proche de ce trophée prestigieux qui récompense les meilleurs joueurs du continent. Pendant des semaines et des mois, le nom de la Guinée a résonné partout à travers Serhou Guirassy. Une fierté pour les autorités sportives engagées à développer le sport à la base. Les Guinéens doivent se sentir fiers et heureux d'avoir eu la possibilité d'avoir un de ses fils parmi les lauréats ou la dernière shortlist de ces nominés. On n'est pas totalement déçus. Nous voulons d'abord remercier le frère Guirassy pour le simple fait qu'il a permis à la Guinée d'être à ce niveau de la compétition et aussi encourager tous les jeunes à faire autant. Donc je crois qu'il nous montre le chemin
Et les années à venir, nous avons l'espoir que beaucoup d'autres, évidemment, vont emporter le pas et que lui-même, vu son engagement, ça pourrait évidemment être la bonne pour la prochaine fois. À cette distinction, plusieurs prix ont été décernés pour encourager le mérite. Aucun prix pour la Guinée. Rendez-vous est donné l'année prochaine pour découvrir le nouveau visage du Ballon d'Or africain. Merci à Moussa Komara. Et puis, mesdames et messieurs, c'est demain que l'on célèbre la Journée internationale des migrants. C'est l'occasion chaque année de sensibiliser sur les préjugés dont les migrants sont parfois victimes et rappeler leur contribution au développement non seulement de leur pays d'origine, mais aussi de leur pays de destination. En Guinée, la célébration sera marquée par une série d'activités organisées par le ministère des Affaires étrangères. À ce propos, voici un extrait de la déclaration du ministre Dr Maurice Sanda Kouyaté. Ces derniers temps, nous pouvons remarquer les efforts incommensurables déployés par le président de la République, le chef de l'État, pour les migrants guinéens qui cherchent à rentrer dans leur pays d'origine. Cette journée est aussi un moment de réflexion, de communion, de solidarité et de fructueux échanges sur des thématiques aussi importantes que variées entre les acteurs clés chargés de la gestion des questions migratoires. Structures étatiques, partenaires techniques et financiers, secteur privé, organisations de la société civile et personnes ressources. Par ailleurs, faut-il rappeler aussi que la diversification des moyens de transport et l'existence de réseaux d'information et de communication, notamment les réseaux sociaux, bien établis, sont des facteurs non négligeables qui favorisent la mobilité des personnes, qui insistent à la mobilisation et qui donnent une image souvent fausse de l'avenir. Pour marquer la journée internationale des migrants en cette année 2024, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, à travers l'Observatoire guinéen des migrations, organise des rencontres de sensibilisation en but de contribuer à défaire et à dissiper des préjugés et autres fausses idées construites sur les migrants. L'organisation de cette journée internationale des migrants traduit l'engagement des autorités guinéennes à soutenir les efforts internationaux dans ce domaine. À cette heureuse occasion, je voudrais inviter au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, chef de l'État, le gouvernement, le peuple de Guinée et toutes les représentations diplomatiques et organisations internationales accréditées en République de Guinée à célébrer en communion cette journée pour marquer leur sympathie aux migrants partout où ils sont à travers le monde. Cette bonne nouvelle maintenant pour les Guinéens établis à Dortmund en Allemagne. L'ambassadeur Aliou Bari et son équipe entament la distribution des passeports biométriques et dans ce premier lot, 700 personnes sont concernées par l'opération. C'est un programme présidentiel réalisé par le ministère des Affaires étrangères. Makena Dozo pour des explications. C'est un ouf de soulagement pour les compatriotes résidant à Dortmund. L'ambassadeur Aliou Bari et son équipe procèdent à la distribution des passeports biométriques aux Guinéens établis en Allemagne. 700 passeports sont disponibles. Avant de leur remettre ces documents de voyage, le diplomate guinéen revient sur la mission des ambassadeurs envers les ressortissants. Nous sommes venus aujourd'hui à Dortmund avec un lot de passeports. Notre présence s'inscrit dans la vision du chef de l'État d'être près de vous pour que vous ayez des papiers administratifs, que vous puissiez vivre, travailler et soutenir vos familles en République de Guinée. Une volonté manifeste du président général Mamadi Doumbouya, traduite en actes par le ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Sanda Kouyaté. La protection des compatriotes, une priorité pour tous les ambassadeurs. L'objectif du gouvernement, c'est de vous protéger. L'objectif du gouvernement, c'est de vous accompagner dans vos démarches administratives. Chaque compatriote établi à l'étranger est un ambassadeur de notre société, de notre culture, de notre histoire et aussi un acteur principal pour le développement de notre pays. Cette distribution des passeports biométriques fait partie des multiples projets réalisés par Excellence Aliou.
L'ambassadeur Barry prend en compte toutes les revendications des compatriotes résidant dans les 12 juridictions diplomatiques qui relèvent de son autorité. Retour en Guinée et nous allons à Boké, où le ministre de l'économie et des finances, accompagné de son cabinet et les autorités préfectorales, viennent de procéder à l'inauguration de l'hôtel des finances. La réception de ces édifices a un double enjeu. D'abord, redorer l'image de la ville et ensuite améliorer les conditions de travail du pôle financier afin d'offrir des services de qualité aux populations. Mamadi Gassama, compte rendu. Ces images d'archives datent du 3 juin 2024. 6 mois après, l'image de la ville est redorée par ces édifices flambant neufs. Ici à l'aérodrome de la préfecture de Boké, le ministre de l'économie et des finances est accueilli en fanfare par les populations de Kakandé. Après les honneurs militaires, place à la cérémonie d'inauguration de l'hôtel des finances. Une cérémonie placée sous le signe de la refondation et la rectification institutionnelle. Les phasages des travaux réalisés à cet effet sont la réhabilitation et l'achèvement du bloc administratif qui comprend 24 bureaux et 6 salles de réunion, la construction d'une clôture, la réalisation d'un forage, la construction d'une guérite et un abri-groupe et l'équipement collège. L'hôtel de finances qui fait l'objet de cette inauguration, il faut bien le rappeler que c'est une construction qui a commencé pendant que moi qui suis là, aujourd'hui ministre, j'étais chef de cellule. Ça s'inscrit dans une vision d'équilibre de développement que le président inscrit dans le cadre d'un projet de développement Vision Simandou 2040. Donc c'est un premier paquet, c'est un premier départ que nous allons livrer à la population guinéenne. L'hôtel des finances, comme son nom l'indique, est un cadre idéal qui permet au pôle financier de la région de travailler en harmonie à l'effet d'offrir un service public de qualité aux usagers. L'ensemble des pôles financiers, les contrôleurs financiers, nous sommes tous dans une même enceinte, le cadre idéal là pour le travail. Donc ça nous booste davantage et ça nous galvanise notre position de faire les activités. Demandez à un contributeur de payer de l'argent, s'il voit dans les conditions dans lesquelles vous êtes installé, il n'aura pas le courage de payer l'argent. Mais dès lors qu'il sait que vous êtes dans un bâtiment décent, neuf, flambant neuf, qui répond aux normes et aux critères, il a le courage de contribuer. Tradition oblige, une visite de courtoisie a été rendue à la notabilité. Des prières sont formulées en faveur de la paix et la cohésion sociale en Guinée. Dans l'actualité encore, une mission de la Banque islamique de développement en Guinée vient de prendre fin. Une semaine de consultations intensives pour identifier les projets prioritaires et les arrimer à la stratégie pays de cette institution financière. Retour sur les moments forts de cette mission avec Al-Gassimouba, Daouda Tabansila et Kadi Touré. À Conakry, la programmation de la stratégie de partenariat des pays membres pour la Guinée 2024-2027 est officiellement lancée. La démarche justifie la présence de cette mission de la Banque islamique de développement. Pendant plusieurs jours de travail, il s'agira d'identifier les projets publics et privés prioritaires alignés sur les aspirations stratégiques et les besoins de développement pour la Guinée. Depuis 2019, le portefeuille de la BID en Guinée connaît une nette amélioration en matière d'engagement. À date, le montant total des engagements des projets de programmes actifs est estimé à 1,145 milliard de dollars contre 261 millions de dollars en mars 2019. Quelle performance! Soit une progression de 340%, le taux global moyen de décaissement qui tourne autour de 45%, place le portefeuille de la BID en volume et en taux de décaissement en tête de liste des différents partenaires qui accompagnent la République de Guinée. Après le ministère du Plan, la mission est reçue au MEF, ministère de l'économie et des finances. Ici, le chef de département souligne l'engagement constant de la BID dans la mobilisation des fonds en faveur des projets de développement pour la Guinée. Il est important de rappeler que depuis l'avènement du CNRD, le 5 septembre 2021, la Banque islamique de développement s'est montrée solidaire auprès du gouvernement guinéen
en poursuivant le financement des opérations de développement en faveur de notre pays. Depuis cette date, le niveau de décaissement, vous l'avez mentionné, s'est nettement amélioré, en passant de 38% à plus de 44%. Et cette performance enregistrée est la preuve éloquente de la qualité de notre coopération. La programmation de la stratégie de partenariat repose entre autres sur le renforcement de la compétitivité économique en investissant dans des infrastructures critiques et dans le capital humain à travers une éducation de qualité et un système de santé renforcé. Le succès de cette mission repose sur notre capacité collective à relever certains défis, notamment la clôture de projets anciens, la simplification des procédures de décaissement et l'amélioration de la coordination entre les parties prenantes seront des étapes importantes et essentielles pour libérer tout le potentiel de cette stratégie. Pendant son séjour de travail à Conakry, la mission de la BID aura un tête-à-tête avec plusieurs départements ministériels ayant bénéficié de ces financements. Des financements élargis sur plusieurs secteurs d'activité. Et pendant ce temps, la société Électricité de Guinée poursuit ses réformes en faveur de la clientèle. EDG vient en effet de lancer son projet dénommé EDG Express. Il vise ce projet à faciliter le paiement des factures et l'achat des recharges d'électricité à travers un réseau élargi et sécurisé de tiers vendeurs. C'est un reportage de Nabi Kamara. Électricité de Guinée opte pour la simplification et la modernisation du paiement de ses factures d'électricité. Pour l'appuyer dans ce sens, elle vient de signer un partenariat stratégique avec plusieurs entreprises de la place. À partir de la signature des contrats de tiers vendeurs avec vous, vous êtes plus que les ambassadeurs de l'UDG. Nous sommes les ambassadeurs à partir de maintenant, parce que partout où on tiendra un discours, on parlera de vous. On parlera de vous de manière générale pour rassurer toutes les parties prenantes, tous les acteurs qui sont impliqués dans ce que nous faisons, le partenariat qu'on a avec des entreprises guinéennes, des entreprises installées partout en Guinée, pour nous aider à mieux améliorer nos performances. Sur la base d'une collaboration qui se veut prometteuse, EDG lance ainsi son service dénommé EDG Express. Il vise à faciliter le paiement des factures et l'achat des recharges d'électricité à travers un réseau élargi et sécurisé de tierces vendeurs. Nous voulons rassurer la population guinéenne qu'à travers nous, les partenaires tierces vendeurs, nous allons essayer de les satisfaire. Ce partenariat marque ainsi un tournant décisif dans la démarche d'EDG visant à améliorer l'accès aux services de sa clientèle. Et puis c'est désormais pour eux une grande délivrance. Après 12 ans d'attente, les 133 anciens employés de l'usine Rusal Frigia perçoivent leur indemnité de départ à la retraite. Ce résultat est le fruit de l'implication personnelle du président de la République, général Mamadi Doumbouya. La démarche est perçue par les bénéficiaires comme un véritable facteur de paix et de cohésion sociale. Amadou Touré. Depuis plus de 12 ans, plusieurs anciens travailleurs de Rusal Frigia se battent pour leur indemnité de départ à la retraite. Grâce à l'implication personnelle du président de la République, ces 133 anciens fonctionnaires de l'entreprise russe perçoivent leur indemnité. Un soulagement pour ces bénéficiaires qui ont longtemps attendu ce moment. Attendu des années, depuis 12 ans. Donc, ils sont à remercier. À remercier également les directeurs généraux de Rusal et de Senta. Parce que dans nos langages, on dit qu'il est très facile de prendre la dette, mais difficile de la payer. Nous sommes très contents d'être au milieu de vous. Nous voulons aussi remercier les autorités à haut niveau, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre du Travail et tous les membres du gouvernement et la direction de Rusal qui ont œuvré à ce que nous arrivions à ce moment aujourd'hui. Nous sommes très heureux
Cette opération, qui constitue la dernière phase de l'indemnisation des retraités de l'entreprise Rusal, s'élève à plus de 7,6 milliards de francs guinéens. Un réconfort pour l'autorité préfectorale qui salue une démarche de paix et de quiétude dans la cité de l'Alumine. Ce jour marque une étape significative dans notre quête de justice sociale et de respect des droits des travailleurs. Continuons à travailler ensemble pour un avenir meilleur pour tous les Guinéens. Particulièrement, c'est un message que nous envoyons à l'ensemble des partenaires, à l'ensemble des entreprises que nous avons en République de Guinée. La dynamique est aujourd'hui au respect de la législation du travail, au respect des droits des employés dans les différentes entreprises. Je tiens à remercier une fois de plus le président de la République, général d'armée Mamadi Doumbouya, les membres du gouvernement de la Guinée, le ministre du Travail et de la fonction publique de la Guinée, le préfet de Fria, M. Cissé, ainsi que tous nos partenaires à Fria et en Guinée pour leur soutien aux activités de Rusal et de notre usine Frigia. Puisque la transition est d'abord sociale, ce résultat fruit de l'implication du chef de l'État est vu comme la matérialisation de cette volonté du général d'armée, Mamadi Doumbouya. Merci Amadou Touré. Il faut dire également que depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, le ministère des Mines et de la Géologie a engagé de vastes réformes dans le secteur. Et pour réussir tous ces objectifs, le département mise sur la qualification du personnel. À Conakry, des directeurs préfectoraux et régionaux apprennent depuis 2 jours maintenant le management minier. L'objectif est de leur permettre de pouvoir bien gérer leurs différentes équipes. Samara Tolno. Autour de cette table, des directeurs préfectoraux et régionaux des mines et des cadres de l'administration centrale. Les échanges portent sur le management du capital humain dans le secteur minier. Pour que le ministère des Mines et de la Géologie puisse atteindre ses objectifs, il faut forcément passer par les équipes. Il faut commencer par le bas vers le haut. Et donc, si les gens qui sont en bas n'ont pas une formation suffisante pour pouvoir atteindre ces objectifs, c'est que le ministère des Mines ne peut pas atteindre ces objectifs. D'où l'objectif de cette formation de renforcement des capacités sur comment gérer et le management. Pour que ce projet puisse être profitable à l'État guinéen, il faudrait que les gens qui sont impliqués, les cadres qui sont impliqués dans la mise en œuvre de ces projets, dans le suivi de ces projets, soient suffisamment outillés. Pour permettre à ces cadres de maîtriser le concept de gestion de la ressource humaine, l'inspection générale des mines, initiatrice de cette formation, s'est attachée des services d'un cabinet privé. Avec cet expert, plusieurs thématiques semblent déjà être maîtrisées par les participants au terme de cette première journée de travail. Nous avons d'abord fait un rappel sur ce qu'on appelle le cadre et un rappel sur le rôle d'un cadre et quelle est la synergie qu'un cadre doit créer au sein de son équipe entre lui et son hiérarchie, mais également avec les opérationnels. Et nous avons aussi développé sur ce que nous appelons l'inventaire personnel. Cette formation nous permettra, une fois dans nos différentes localités, de regrouper tous nos cadres et à notre tour leur faire comprendre qu'il faut travailler en collaborant, se donner la main. Depuis l'arrivée du CNRD, le secteur minier tient une place prépondérante dans l'économie guinéenne. Dans l'actualité également, le préfet de Télémélé a conféré récemment avec les chefs de district de la sous-préfecture de Kawessi. Colonel Mamadou Lamarana Diallo les a sensibilisés sur le respect du contrôle local. Il a pour l'occasion transmis le message de paix du chef de l'État. Alpha Isiagaba et Moussa Bangoura. Autour de la table, les autorités préfectorales de Télémélé, des responsables de la société CDM Chine et les chefs districts de la sous-préfecture de Kawessi. Ils échangent sur le maintien de la paix dans la zone et surtout sur le respect du contenu local. Un sentiment de satisfaction puisque le déplacement de la préfecture conduit par monsieur le préfet, c'est pour venir appuyer le maire dans sa communauté à apporter la paix et la quiétude sociale.
Donc je suis très honoré, très satisfait. Nous sommes très heureux de recevoir cette délégation dirigée par le monsieur le préfet de Télémélé. Bien sûr, nous avons besoin de compréhension et soutien de tous les citoyens populaires ici. Devant l'Assemblée, le préfet de Télémélé explique les projets de développement du président de la République. C'est le cas surtout du projet Simandou 2040. C'est que le chef de l'État, le président de la République nous a instruit. C'est de venir tout près de nos citoyens et connaître leurs problèmes. Et partout où il y a des problèmes, essayer de trouver la solution pour maintenir la paix et l'entente et la cohésion sociale au niveau de nos juridictions. Le message de sensibilisation sera poursuivi dans d'autres localités minières de Télémélé, notamment Missiré et Daramaniaki. On va parler maintenant de la protection de l'environnement. Je le disais au sommaire, le sujet était au centre d'une conférence à l'université de Sonfonia. Les membres de l'Académie des sciences ont porté leurs réflexions sur la sauvegarde de la biodiversité et particulièrement la protection de la mangrove. Il a été aussi question d'encourager l'apprentissage de la science et de la culture par les étudiants pour le développement socio-économique de notre pays. Compte rendu, Bakary Bamba Kondé. L'Académie des sciences de Guinée est le forum scientifique guinéen le plus élevé. Dans sa vision, promouvoir le développement socio-économique de la Guinée par le biais de la science, de l'éducation, des arts et de la culture. Ainsi, elle décide d'aller au contact des universités pour encourager et stimuler la vie scientifique et l'innovation. D'où cette conférence à l'université générale Lansana Conté de Sonfonia sur le thème « La mangrove guinéenne au cœur des enjeux économiques et environnementaux ». Nous faisons des activités d'accompagnement, de sensibilisation. Nous appuyons toutes les institutions publiques et privées afin qu'ils trouvent des solutions basées sur la science. La croissance urbaine et les impacts du réchauffement climatique sur les zones côtières affectent négativement la mangrove selon les conférenciers. Il s'agit donc de faire comprendre à ces étudiants l'importance de la mangrove, notamment dans la reproduction des produits halieutiques. J'ai compris que les pratiques qui sont mises en place par des communautés vont à l'encontre de la protection et de la préservation de la mangrove. Et donc, s'il n'y a pas de mesures qui soient prises urgemment, on risquera un jour de perdre toutes les mangroves que nous avons. Et les cultivateurs en zone côtière seront aussi exposés à l'intrusion marine. Les connaissances qu'on partage à cette occasion sont des connaissances qui permettent d'ouvrir d'autres horizons et qui peuvent avoir des incidences sur l'éducation nationale, sur l'éducation scientifique et la formation. C'est l'occasion qui est donnée à l'université pour acquérir la communauté de l'Académie des sciences de Guinée, assurer la connexion entre cette académie et le milieu universitaire. En Guinée, la mangrove se développe sur 300 km de côte selon les spécialistes. Avec l'agression de l'homme, cette superficie se réduit progressivement, ce qui pourrait avoir des conséquences sur l'accessibilité aux ressources de mer essentielles pour la nourriture humaine. Et puis, mesdames et messieurs, c'est une véritable opération de désenclavement informationnel qui se déroule en ce moment à l'intérieur du pays. Pour la première fois depuis 2005, la commune rurale de Bouroual, une des plus importantes de Télémélé, reçoit les signaux de la radio rurale de la préfecture. Et c'est la concrétisation d'une promesse faite par le ministre Fana Souma qui était sur place il y a juste quelques semaines. Les témoignages sont saisissants. Les citoyens de Bouroual rendent hommage au chef de l'État pour sa politique d'accès à l'information en faveur des populations à la base. Tcherno Ousmane Diallo. C'était le 10 novembre dernier. Le ministre de l'Information et de la Communication était ce jour l'hôte des populations de Bouroual. Une zone difficile d'accès se situant à une trentaine de kilomètres de Télémélé. Mais au-delà de la difficulté d'accès, les populations de Bouroual vivaient alors une autre réalité que n'a pas tardé à comprendre le ministre de l'Information et de la Communication. Le président de la République, le chef de l'État, chef suprême des armées, il a demandé à tous les membres du gouvernement d'aller vivre les réalités des zones rurales. Il ne s'agit pas de rester à Conakry avec tout le confort, rester entre les quatre murs. Il faut aller voir et apprécier les réalités de l'arrière-pays. C'est pourquoi nous sommes sur le terrain. J'ai compris que
quand j'ai quitté Télémélé, jusqu'à un certain niveau, la radio rurale n'arrive pas ici. J'observais, j'écoutais, je suivais attentivement. C'est pourquoi je vais m'engager à installer un relais ici. Aussitôt de retour à Conakry, les dispositions sont prises pour faire de l'accès à la radio rurale de Télémélé à Bouroual une réalité. Un mois après le passage du ministre, Bouroual reçoit les signaux de la radio rurale de Télémélé. Pour les populations, c'est un vieux rêve qui vient de se concrétiser. Nous recevons à présent la radio rurale de Télémélé sur la 90.1. Nous remercions le ministre, nous remercions le président de la République, général Mamadi Doumbouya. Nous sommes heureux, c'est l'unique qui pour l'instant est venu promettre et réaliser aussitôt. Nous prions pour le gouvernement et nous prions pour la Guinée. Tout comme à Bouroual, le programme de couverture intégrale du pays par les médias publics se poursuit et impacte la vie des populations, notamment en milieu paysan. Des efforts qu'apprécie l'ambassadeur de la paix, marqués par cet engagement et le dynamisme observé au sein du ministère de l'Information et de la Communication dans la mise en œuvre de cette vision du chef de l'État en matière d'accès à l'information partout en Guinée. On se dit ceci là pour saluer tout le monde et saluer mon frère et l'encourager et prier pour la paix, prier pour lui, prier pour le chef de l'État, prier pour le pays. Je viens d'arriver de l'intérieur hier la nuit, je suis rentré à Conakry. J'ai vu une maman qui m'a appelé, qui m'a dit quand vous rentrez à Conakry, il faut toucher le corps de Fanachoma, tu le salues pour moi parce qu'il y a longtemps que nous, on n'a pas la radio nationale ici. Nous n'avons pas écouté le message de condoléances et autres. Il dit, mais aujourd'hui, grâce à lui, notre radio est revenue comme le temps de Lansana Conté. Ça, c'est en Haute-Guinée. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, cette réforme, ça touche tout le monde. Et c'est ce que nous voulons, que la Guinée continue à avancer. Et le recul, c'est fini, ce n'est pas notre Guinée. Depuis mars dernier, les efforts ont permis d'opérationnaliser l'ensemble des 36 radios rurales et relancer de nombreux sites de diffusion pour une facilité d'accès aux images et aux sons de la RTG. En 2025, ce programme va se poursuivre au ministère de l'Information et de la Communication. Et puis, instituée depuis 1985 par le système des Nations Unies, la Journée internationale du volontariat jeunesse est célébrée chaque 5 décembre. En Guinée, l'événement est organisé en différé par le ministère de la Jeunesse et des Sports à travers l'Agence nationale de volontariat jeunesse, l'occasion de rendre hommage aux volontaires et d'exprimer les besoins dans les domaines sanitaires et éducatifs. Moussa Komara. Elle est célébrée chaque 5 décembre partout dans le monde. Mais cette année, à cause du deuil national décrété par les autorités suite au drame des Érécourés, la Journée internationale du volontariat jeunesse est commémorée en différé en Guinée. Les défis auxquels nous sommes confrontés, tels que dans les domaines de l'éducation et de la santé, des problématiques du chômage ou de l'emploi des jeunes, des difficultés de mobiliser les ressources financières et amener le ministère de la Santé et de l'hygiène publique, de l'enseignement préuniversitaire de l'alphabétisation et le ministère de la Jeunesse et des Sports de se tourner vers vous, chers partenaires, pour un plaidoyer afin d'inscrire dans vos programmes d'accompagnement du volontariat dans les domaines de la santé et de l'éducation. Il y a les infrastructures qui permettent d'améliorer et de faciliter les conditions de vie des populations, mais il y a la participation des communautés, les communautés qui sont au fin fond de la Guinée. Dans l'écosystème du volontariat, la Guinée s'y positionne peu à peu à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette année, par exemple, 350 jeunes volontaires ont été déployés dans les régions de Kankan et Zérékouré pour porter main forte aux communautés dans le domaine sanitaire. Un effort insuffisant face aux besoins. Le besoin de volontaires existe encore aujourd'hui plus qu'hier. C'est pourquoi, au nom du ministre de la Santé et du gouvernement guinéen, je lance un plaidoyer pour soutenir le recrutement et le déploiement d'autres volontaires dans le but de porter à 1500
le nombre de volontaires dans le domaine de la santé. Je profite donc de l'occasion qui m'est offerte en présence des partenaires techniques et financiers et des volontaires ici présents de réitérer ma requête afin que chacun, en ce qui le concerne, prenne les dispositions utiles pour venir au secours de l'école guinéenne. Ce plaidoyer nous interpelle. C'est pour cela que je souhaiterais que vous vous joignez à nous, les médias et tout, pour poser la problématique. Parce que ce n'est pas une problématique de la jeunesse, elle est transversale. Nous, ça nous permet d'occuper seulement la jeunesse. D'ici 2025, le ministère de la Jeunesse et ses partenaires stratégiques espèrent déployer 4000 volontaires pour sauver l'éducation en milieu rural. Cette commémoration instituée depuis 1985 par le système des Nations Unies vise à récompenser et magnifier la contribution des volontaires dans l'amélioration des conditions de vie des communautés à la base. Autre sujet dans ce journal, la troisième session du Conseil de discipline du ministère de la Sécurité et de la Protection civile s'est tenue ce lundi à Conakry. Cette session exceptionnelle est consacrée à l'examen des dossiers de policiers en conflit avec l'éthique et la déontologie dans l'exercice de leurs fonctions. Colonel Morikaba. Pour cette troisième et dernière session de l'année 2024, 5 dossiers figurent à l'ordre du jour. Pendant 3 jours, les membres du conseil de discipline examineront cas par cas les affaires impliquant des policiers accusés de manquements graves à leurs devoirs professionnels. Si dans les années passées, c'était avec des manquements un peu moins graves, mais cette fois-ci-là, c'est un peu plus grave. À tel enseigne que nous sommes obligés de tenir cette session. Sur les instructions de M. le ministre qui tient à ce que la discipline soit dans les rangs de la police nationale et de la protection civile, pour que la courbe des indisciplines baisse un peu. Rassurez-vous que toutes les sanctions qui seront issues de cette session-là seront proportionnées aux fautes commises. Analyser les raisons des bavures et des accusations portées contre certains policiers fait partie des missions confiées à ce conseil de discipline. Chaque entité est régie par un règlement. Et la police ne fait pas exception. Il y a un code disciplinaire, d'éthique et de déontologie, il y a les statuts. Et lorsqu'on faillit à ses droits, à ses obligations, on est poursuivi. Faire appliquer juste ce que le règlement dit. Si la personne mérite une sanction, qu'elle puisse être prise. Cette année, le conseil de discipline a traité plusieurs cas d'infraction commises par des policiers. Ces délibérations ont permis de sanctionner les agents reconnus coupables de bavure et de réhabiliter ceux pour lesquels les accusations étaient infondées. Au même moment, les femmes enseignantes du SLEG sont sur tous les fronts pour lutter contre les violences basées sur le genre. Une rencontre d'échange est initiée dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la 10e conférence de l'International de l'éducation pour la jeune Afrique. Plusieurs activités sont prévues en vue de faciliter la riposte et pour rétablir les victimes dans leurs droits. Abakar Diaby et Suleiman Kaba. La lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles s'intensifie en Guinée, conformément à la vision du CNRD. À Conakry, ces femmes, leaders du système éducatif, discutent des mécanismes pouvant freiner les VBG et rétablir les victimes dans leurs droits. Les activités réalisées, d'abord, nous avons fait une campagne de sensibilisation sur la convention C190. Et au-delà de ça, aujourd'hui nous sommes en train d'aller vers les actions concrètes. C'est un conclave d'échange d'expériences qui s'inscrit dans le cadre de la restitution des activités réalisées dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Les femmes doivent riposter quand il y a une violence faite aux femmes. Désormais, la dame secrétaire générale, Dame Kadiatou, nous a élucidé dans la salle que personne, aucune femme ne doit se mettre derrière le rideau, que ce soit une violence faite aux femmes, non seulement dans les foyers, mais dans les lieux du travail. Les femmes doivent sortir derrière le rideau
pour riposter afin de se remettre en question et de continuer la bonne marche. Avec le thème riposter pour reconstruire après la violence, ces femmes enseignantes du SLEG issues des différentes communes de Conakry sont plus que jamais déterminées pour mettre en exergue la contribution de la gente féminine en faveur du développement socio-économique de la Guinée. À ces occasions pareilles, il faut rappeler les circonstances d'émancipation de la femme, la protection qui doit suivre la femme et les différentes législations en matière de loi qui s'y adaptent. Avec un ciblage de 40 activistes par commune, ces femmes sont engagées dans la lutte contre les VBG pour répondre aux recommandations issues de la 10e conférence régionale de l'international de l'éducation de la région d'Afrique. La rétrospective 2024 maintenant. C'est une rétrospective qui nous amène ce soir au cœur du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Une année marquée par des réformes dans le cadre de l'amélioration des conditions d'apprentissage. Le ministre Jean-Paul Seydi et ses équipes ont mobilisé les moyens et beaucoup d'énergie dans le cadre de la numérisation de l'école guinéenne. Des plateformes sont créées et permettent à la fois l'inscription des candidats en ligne, la maîtrise des mouvements des élèves et un logiciel de photo numérique pour les candidats, des acquis auxquels viennent s'ajouter d'autres réformes comme le montre cette synthèse 2024 de Abdul Aziz Baldé. Depuis plusieurs années, l'apprentissage numérique devient de plus en plus une réalité en Guinée. Depuis le début de l'année, un nouvel élan est amorcé par le ministère de l'enseignement préuniversitaire pour la digitalisation de l'école guinéenne, notamment les examens nationaux. Récemment, une nouvelle plateforme d'inscription des candidats en ligne est présentée aux autorités. À seulement 1 mois et demi après l'ouverture de la plateforme, plus de 80% des candidats sont déjà inscrits selon la Direction générale des examens. À cela s'ajoute la mise à disposition d'une seconde plateforme disponible pour la maîtrise du flux des élèves. Elle permet non seulement la gestion de notes des classes intermédiaires, mais aussi le suivi du parcours de l'élève avec un identifiant unique jusqu'à la fin de son cursus scolaire. Sur une prévision de 600 et quelques mille candidats, nous avons aujourd'hui plus de 400 et quelques mille. Et tout se passe en ligne. Nous avons créé des comptes pour chaque école. Parce que les élèves se trouvent dans les écoles, on inscrit les candidats dans les écoles. Après l'instruction, le chef d'établissement, il affiche les candidats retenus pour les examens nationaux. Cela veut dire que quand, vers fin d'année, personne ne parle là des omissions ou bien des cas des horaires de saisie. À date, nous suivons à partir du téléphone le ministre, que ce soit les membres du cabinet, tout le monde suit l'évolution de l'instruction des candidats en ligne. Dans un monde en pleine mutation, le numérique devient plus que jamais nécessaire pour le MEPUA. À date, l'Institut national de recherche et d'action pédagogique UNIRAP est à peu d'œuvre pour l'élaboration de nouveaux programmes dont les contenus seront embarqués dans une plateforme dénommée Learning Passport. Aider l'élève à étudier en autonomie et rapprocher l'école à la communauté, voilà entre autres défis que compte relever le département dirigé par Jean-Paul Seydi. Nous pilotons le Learning Passport, notamment l'éducation numérique. Ça consiste quoi? Ça consiste à embarquer des contenus pédagogiques sur une plateforme qu'on a créée avec l'appui de l'UNICEF. Nous avons embarqué plus de 5000 contenus pédagogiques sur cette plateforme. On a commencé par 2 écoles pilotes, ça c'est 2022-2023. Et nous sommes passés à 50 écoles pilotes de 2023-2024. Et récemment, on a déployé sur l'île de Kassa dans 29 ordinateurs. À date, tous les programmes d'enseignement sont sur la plateforme. Avec l'appui du gouvernement et des partenaires techniques et financiers, le MEPUA avait accompagné les élèves dans la consolidation des acquis scolaires et du développement des compétences. Et ce n'est pas tout. Il s'engage aussi à doter les institutions scolaires en outils numériques crédibles et alternatifs pour l'amélioration des apprentissages afin de développer de nouveaux contenus pédagogiques à l'intention des élèves et des enseignants. Le tout par le biais de la digitalisation. Merci à Abdul Aziz Baldé pour ces explications. Un mot de culture pour dire que la préfecture de Koundara vient de vibrer au rythme de la 3e édition du Festival du Bayar. Cette fête annuelle réunit les amoureux de la culture venus de partout. Elle met en lumière la richesse du patrimoine culturel de la communauté du Bayar. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Marwan Kamara et Kerfala Mané.
C'est parti pour la 3e édition du Festival des Arts du Badiar. Un événement qui regroupe le monde de la culture, du tourisme et de l'artisanat dans la préfecture de Koundara. Ce rendez-vous annuel symbolise la résilience et la richesse culturelle des communautés du Badiar. Il est le fruit d'une passion commune pour la culture, l'histoire et les traditions qui façonnent chaque identité. L'initiative est portée par l'ONG Promotion de la paix, de l'industrie culturelle et de l'éducation. Cet événement n'est pas que la célébration de l'art et de la culture, mais il est aussi une occasion de promouvoir la diversité culturelle en accordant à la culture une place prépondérante dans le secteur du développement socio-économique. Plus qu'un festival, le Festab est une vitrine vivante de la diversité culturelle et un espace de célébration du patrimoine commun de la région. Des pas de danse cadencés et rythmés agrémentent ce rendez-vous culturel. Une manière de transmettre et de faire comprendre à la nouvelle génération l'importance des valeurs ancestrales afin de les perpétuer. Chers festivaliers et festivalières, ce cercle de retrouvailles est plus qu'une simple célébration. C'est un appel à l'action, une invitation à travailler ensemble pour surmonter nos défis. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où la culture, le tourisme, l'artisanat et la jeunesse s'épanouissent. La Guinée est un pays culturellement riche. Ces communautés représentent une bonne partie de notre patrimoine culturel et les différents membres sont également des membres de l'édifice national de la nation guinéenne. Et c'est ce que le Festab permet. Cette 3e édition du Festival des Arts du Badiar est une occasion pour les organisateurs d'apporter leur contribution dans la préservation de ces valeurs socio-culturelles et surtout de renforcer l'unité nationale entre les Guinéens, plus particulièrement ceux de Koundara. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités de la Guinée. La Guinée est notre paradis, terre de richesse et d'innovation. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.